merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je parle ici au nom de toute l'équipe du projet qui n'ont pas pu prendre ma place aujourd'hui. La plupart d'entre eux parce qu'ils sont actuellement en mission justement en Guadeloupe. Euh, donc voilà, je vais commencer. Donc cette communication, elle vise, comme vient de le dire le collègue, à présenter les objectifs et la démarche du projet ALOA, ALOA pour Archéologie littorale outre-Atlantique, qui est un projet interdisciplinaire de sciences participatives dédié à concourir à l'identification, à la protection et à la valorisation du patrimoine archéologique côtier et maritime de Guadeloupe se trouvant en situation de vulnérabilité. Alors, attendez, parce que j'ai une barre devant mon écran que j'essaie. Voilà. Alors, le patrimoine archéologique côtier des Antilles est soumis depuis quelques dizaines d'années à une érosion préoccupante. Donc tout d'abord, voilà, quelques éléments de contexte afin de contextualiser la démarche. Donc partout dans le monde, de nombreux sites archéologiques côtiers sont aujourd'hui menacés par l'érosion induite par les effets du changement climatique. Or, la réglementation de l'archéologie préventive, qui fonctionne généralement, et c'est le cas en France, selon le principe destructeur-payeur, ne peut de fait s'appliquer dans ce cas de figure. Alors, tout d'abord, donc quelques éléments afin de contextualiser la démarche. Partout dans le monde, comme je le disais, de nombreux sites sont menacés par les effets du changement climatique et on est face à une réglementation où généralement, en fait, ça fonctionne selon un principe destructeur-payeur qui, du coup, ne peut pas s'appliquer dans ce cas de figure puisqu'il n'y a pas de responsable identifié. Lorsque c'est, par exemple, l'érosion d'une falaise qui met en péril un vestige. Donc, face à ce constat, plusieurs programmes nationaux et transnationaux dédiés à une archéologie dite de sauvetage à dimension donc participative existe depuis plusieurs décennies. En France, depuis les années 80, l'équipe interdisciplinaire archéologie de la mer et du littoral du laboratoire CREA œuvre autour de ces problématiques, notamment à travers le projet ALERTE, donc ALERTE pour archéologie littorale et réchauffement terrestre, qui depuis 2006 a permis de développer un certain nombre d'outils et de consolider la réflexion autour de ces questions. Alors, ALOA, pour cette fois Archéologie littorale outre-Atlantique, est un projet descendant, en fait, qui vise à remobiliser, en les adaptant au contexte régional de la Caraïbe, les acquis, les outils et les expériences développées par le projet ALERTE. Si la problématique est de portée large, puisque le projet est du moins dans un premier temps, de portée très large à l'échelle de la Caraïbe, mais le projet est du moins dans un premier temps plus spécifiquement dédié aux îles de Guadeloupe et de Saint-Martin, mais je vous parlerai ici essentiellement des actions menées en Guadeloupe. Alors, est-ce que ça marche toujours? Oui. Donc, comme le montre ici la carte archéologique des îles de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les zones côtières de la Caraïbe insulaire concentrent une proportion très importante de sites archéologiques. Ceci s'explique par la préférence littorale pour les implantations humaines, mais également par le contexte géographique d'insularité, puisqu'on compte 250 mètres de côte par kilomètre carré en Guadeloupe, dans la Caraïbe, contre 11 en France métropolitaine. Donc, pour donner quelques chiffres, en Guadeloupe, 21% des sites sont localisés à moins de 100 mètres du trait de côte. Et il s'agit en général de sites majeurs en termes d'occupation humaine. Par exemple, sur les 3 îles de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et de Guadeloupe, 47% des villages précolombiens sont localisés à moins de 100 mètres du trait de côte. Pour la période précoloniale, ce chiffre est un petit peu inférieur, il est de 18%, mais on trouve énormément d'anciens centres urbains, d'installations portuaires, des voiries, des ouvrages d'art, des fortifications militaires très proches du rivage. On peut noter quand même aussi une petite précision que les sites des premiers occupants sont assez rares, même très rares, et ça s'explique par un défaut de prospection pour ce qui est de l'intérieur des terres, parce que c'est parfois difficilement accessible, notamment du fait de la végétation, et pour ce qui est du littoral, ça s'explique par la remontée holocène du niveau marin qui a déjà recouvert de nombreux sites. Alors. Donc, les sites archéologiques côtiers, donc objet du projet ALOA, sont largement exposés aux effets de l'érosion induits par les phénomènes à la fois hydroclimatiques et anthropiques. Et comme le montre cette carte de l'évolution du trait de côte de 1950 à 2010, certains secteurs du littoral connaissent une érosion pouvant aller jusqu'à plusieurs mètres par an.
Donc, les causes sont ici multiples, hein. Outre l'élévation du niveau marin, on peut mentionner pour la Caraïbe les cyclones, les ouragans, les séismes et les tsunamis, qui sont autant d'événements dont l'intensité peut faire disparaître ou bien endommager considérablement certains sites de façon parfois très soudaine. Euh, tac. Alors, je- j'ai passé trop vite. Il y a aussi donc comme facteur de fragilisation de ce littoral, outre l'affaiblissement des barrières coralliennes. En outre, il y a l'affaiblissement des barrières coralliennes, donc à la fois sous l'effet de la pollution, du réchauffement ou de l'augmentation de la turbidité des eaux, ou encore de l'implantation d'aménagements portuaires. Or, ces barrières coralliennes, elles jouent un rôle de ceinture de protection vis-à-vis de la haute du large. Et donc, leur disparition accentue d'autant plus la vulnérabilité des rivages sur de nombreux secteurs. Et enfin, comme cause de menaces sur ce patrimoine, on peut citer les causes anthropiques multiples qui viennent aussi fragiliser les rivages, donc les aménagements littoraux qui entraînent la perturbation des dynamiques courantologiques, le prélèvement des ressources littorales. Par exemple, durant la période coloniale, on a prélevé beaucoup de sable de plage pour la construction. Aussi, pour produire de la chaux, on a aussi, prélevé des coraux et des amas coquillers. On a beaucoup exploité le bois de charbon dans les mangroves. Enfin, tout ça pour dire que les causes de la fragilisation du rivage sont nombreuses, qu'elles soient naturelles ou anthropiques, d'où la nécessité d'agir. Alors, quelques éléments de contexte, toujours pour ce territoire antillais. Donc, les enjeux de connaissance et de compréhension culturelle et scientifique liés à l'identification et à l'étude du patrimoine côtier sont bien identifiés, puisqu'il va être essentiel sur le plan culturel de mieux connaître les peuples précolombiens, dont la culture a en partie contribué à la culture créole. Et il est également crucial de mieux comprendre le drame de la période de l'esclavage dont sont issus la plupart des Antillais. Or, l'archéologie, non seulement elle documente cette histoire, mais elle fournit aussi la matérialité sensible et parfois chargée d'émotions des objets archéologiques issus des fouilles. Euh, Sur le plan scientifique aussi, la connaissance des anciens peuplements et des environnements passés sont très majoritairement issus des sites côtiers, puisque l'intérieur des terres étant généralement, comme je le disais tout à l'heure, plus difficile à appréhender et moins urbanisé. C'est donc la bande côtière, à la fois terrestre et sous-marine, qui est la principale source d'informations sur l'occupation humaine de ces territoires. Et on peut souligner aussi que, au-delà d'un enrichissement des connaissances relatives à l'histoire culturelle, la découverte et l'étude des vestiges localisés dans ce secteur littoral nous renseignent sur l'évolution environnementale du milieu, au moins sur les derniers millénaires. Par exemple, en Guadeloupe, les fonds du Grand Cul-de-Sac marin ont livré une importante quantité de vestiges lithiques précolombiens qui, en plus de l'information historique qu'ils contiennent, en ce qui concerne les modalités des interactions homme-milieu, confirment sur un plan paléogéographique cette fois l'hypothèse d'une submersion marine de cette zone au fil des siècles. Donc, je continue toujours avec le contexte. Après, je vais en venir plus dans le vif du sujet de la science participative. Euh, donc, en ce qui concerne les enjeux de connaissance et de compréhension, c'est important aussi de souligner qu'il y a un défi qui apparaît souvent face à la gestion de ce patrimoine côtier archéologique. C'est celui de se retrouver confronté à des sensibilités et à des intérêts délicats à concilier dès lors qu'on s'intéresse à ces sites à dimension patrimoniale. Et un exemple assez emblématique illustré ici, c'est celui du site archéologique de la période coloniale situé sur la plage des Raisins Clairs à Saint-François. Donc, c'est un lieu très touristique et très fréquenté en limite d'un espace urbanisé où l'érosion est extrêmement active sur la bande côtière et qui livre en fait régulièrement des ossements humains issus du cimetière d'esclaves découverts en immédiate après-plage. Or, si la nécessité d'agir sur ce site est urgente pour pas laisser partir à la mer les vestiges et avec eux la connaissance liée à toute une période, ce site est également un lieu de mémoire qui est sacré pour les descendants d'esclaves et un lieu de forte activité touristique. Et s'y pose donc la question de l'acceptabilité de toute action, toute action de fouille, de prospection, etc. Donc, voilà pour un petit peu planter ce contexte à la fois de nécessité d'agir et de complexité à le faire. Donc, dans ce cadre-là, fort de toutes ces considérations, pour répondre aux objectifs fixés, à savoir le développement d'une archéologie de sauvetage participative, le projet ALOA s'inscrit dans le cadre d'une démarche circulaire, interdisciplinaire
et intégratrice qui est fondée sur une collaboration entre des scientifiques, mais aussi des gestionnaires de l'environnement et des citoyens au sens plus large, des résidents, des associations, des scolaires. Alors, cette figure, elle en illustre les étapes. Donc, tout d'abord, la démarche implique de faciliter le signalement des découvertes. Cette étape repose sur la mise en œuvre d'une application collaborative dédiée dont je présenterai l'interface à continuation. Ensuite, l'évaluation. Ensuite, donc le protocole comprend ensuite l'évaluation de la vulnérabilité des éléments de patrimoine identifiés, qui peut faire l'objet d'analyses sous SIG afin d'identifier des sites sur lesquels prioriser la mise en place de suivi spécifique ou de mesures de protection particulières, et ce, en concertation avec les gestionnaires territoriaux et les services de l'État. Le retour d'informations ensuite en direction du public est garanti par un engagement de restitution systématique des découvertes et des travaux réalisés à travers différents moyens de communication, des conférences, des rapports, des panneaux d'information, des vidéos documentaires et tout ce qu'on peut trouver d'intéressant pour la diffusion des connaissances. L'ambition première du projet ALOA, c'est de sensibiliser les acteurs locaux à la problématique et de mettre à leur disposition, en fait, c'est vraiment ça l'important, de mettre à leur disposition les outils nécessaires au mécanisme de la démarche dans une perspective d'appropriation et de pérennisation à long terme au sein du territoire, puisqu'on sait tous que les projets de recherche ont une fenêtre d'action assez limitée dans le temps, souvent quelques années. Donc, l'idée, c'est que, une fois que les missions seront terminées, que les citoyens se soient bien appropriés tous les outils et puissent pérenniser la démarche. Donc, et c'est pourquoi cette phase du processus mobilise très largement les sciences participatives. L'idée étant de mettre en place ce qu'on appelle un réseau de veilleurs qui alimenteront les données du projet et inscriront dans la durée cette mission d'observation et de signalement. Alors, voilà. Donc, l'outil principal développé par le projet ALOA, c'est donc une application dédiée au signalement de vestiges en situation de vulnérabilité. C'est un peu vite, voilà. Il s'agit d'une base de données numérique interactive et participative. Donc, vous avez ici l'adresse. Alors, pour pouvoir, agir sur cette interface et rentrer des données, il faut tout d'abord s'inscrire et ensuite l'interface donne accès à un formulaire en ligne pour le signalement des découvertes. Donc, c'est un formulaire qui permet à la fois de donner des informations générales sur les vestiges, notamment les circonstances et les conditions de leur découverte et leur localisation. Elle permet aussi de les documenter puis de les décrire plus en détail avant d'en évaluer la vulnérabilité. Cette évaluation se faisant selon des critères qui intègrent à la fois les aléas potentiels sur le site, mais aussi les éléments de résistance permettant d'établir finalement un indice de vulnérabilité. Ce formulaire, il peut aussi être bien sûr complété par le dépôt de documents, des photos, des vidéos illustrant les observations. Alors, ces deux figures reprennent respectivement à gauche les critères d'évaluation de la vulnérabilité des sites qui ont été retenus par le projet ALOA. Donc, on a ici dans les variables la présence d'infrastructures ou d'activités plus ou moins proches du site, découvert, sa distance à la mer, les dynamiques d'érosion biologique ou climatique, le risque de vandalisme, enfin toute une série de variables qu'on peut qualifier par des adjectifs ou bien une distance pour les 4 premiers. Et à droite, on a la traduction de ces variables en valeurs chiffrées pour produire un indice de vulnérabilité. Alors, en parallèle et en complément de l'application présentée, le projet lance une initiative de collecte photographique destinée à documenter l'histoire des rivages et de leurs évolutions au cours des dernières décennies. Donc, c'est un appel à participation qui s'adresse aux personnes qui étant en possession d'images figurant l'environnement littoral, ça peut être des photos anciennes, des cartes postales, seraient désireuses de les partager afin de participer ainsi à documenter l'évolution du trait de côte. La collecte s'appuie sur la mise en œuvre d'une photothèque numérique sous forme de carte interactive. Cette approche
finalement rétrospective par l'image. Elle vise notamment à préciser la nature et l'intensité des dynamiques en jeu sur le littoral et susceptibles d'affecter le patrimoine côtier. Elle permet aussi éventuellement de reconstituer la morphologie et les caractéristiques de ce qui a pu être déjà détruit ou avoir souffert d'altérations importantes. Par exemple, à travers des reconstitutions 3D par photogrammétrie numérique à partir d'images anciennes. Enfin, le projet Aloha inclut donc la tenue de modules de formation destinés à sensibiliser différents publics. Attendez, je suis pas. J'essaye de jouer avec les. Voilà, c'est cette diapo-là qu'il faut. Euh, donc des modules de formation pour sensibiliser des publics différents à la problématique et pour les impliquer dans le projet de manière à enrichir et diversifier le réseau des acteurs susceptibles ensuite de relayer la démarche sur leur territoire. Ces sessions, elles sont assurées par les membres de l'équipe du projet lors des missions de terrain et elles comprennent un volet théorique et un volet pratique. Le volet théorique, il comprend une présentation du cadre législatif lié à la protection des vestiges archéologiques, une présentation des contextes à la fois scientifiques, historiques, culturels, géomorphologiques, et enfin une présentation des principes, outils et méthodes du projet. Le volet pratique, lui, il comprend des formations de terrain pour les méthodes d'observation, les méthodes de relevé, de photographie, parce qu'il y a des manières un petit peu spécifiques de prendre en photo un vestige quand on le trouve. Enfin, un vestige, ça peut être un objet mobilier, hein, donc voilà, il faut pas le toucher, il faut mettre un repère, mettre l'orientation et prendre la photo sans le déplacer. Voilà, toutes sortes de petits détails que donc on explique sur le terrain aux différents participants. Et ces sessions, elles peuvent être adaptées à différents types de publics, puisqu'elles peuvent concerner aussi bien des gestionnaires et des gardes du littoral ou bien de l'ONF, donc des personnes un petit peu plus initiées peut-être, que des scolaires ou des associations. Donc en fonction du public visé, bien sûr, les modules peuvent être adaptés. L'expérience métropolitaine, donc qui a elle débuté depuis plusieurs années, a notamment permis de confirmer le rôle actif que peuvent jouer ces différents types d'acteurs de proximité. Donc là, on pense par exemple donc aux gardes du littoral, au personnel de l'ONF, aux différents agents territoriaux qui arpentent très régulièrement le terrain et qui peuvent assurer un signalement continu des découvertes et des suivis. Alors, concernant le déroulement du projet, depuis 2020, la commune du Moule a été retenue pour faire l'objet d'un partenariat privilégié en vue de mener de premières actions concrètes. Outre le fort enthousiasme qui avait été très rapidement manifesté par une équipe municipale fortement impliquée dans la préservation du patrimoine local, cette commune couvre un linéaire côtier très étendu de 21 kilomètres et représentatif d'une très grande diversité de faciès géomorphologiques puisqu'on y trouve des plages de sable, de hautes et moyennes falaises, des sections de littoral aménagées, et elle a aussi été le lieu d'une occupation humaine importante depuis la période méso-indienne. Donc c'était ici un cadre tout à fait propice à développer nos démarches. Et en plus, outre la connaissance de surcroît, l'intérêt de travailler sur cette commune dans le cadre du projet Aloha, c'est que cette frange littorale est sur de très nombreux secteurs soumise à des changements très significatifs, soit de recul du trait de côte, soit d'aménagement. Comme en témoignent ici quelques images qui sont issues d'une étude diachronique de la dynamique du trait de côte sur plusieurs secteurs de la commune. Donc, je vais venir très rapidement sur ces différents secteurs, parce que c'est une étude donc, qui a été réalisée à partir de 8 clichés IGN sur la période 1950-2017. Mais les principaux changements ont eu lieu entre 1950 et 1989. Et donc, il y a 3 secteurs, là, avec les encadrés noirs, sur lesquels on va très rapidement s'attarder pour souligner l'importance de la mobilité du littoral. Donc ici, c'est le secteur de la plage qui s'appelle la plage de l'autre bord. On voit que la frange littorale végétalisée a disparu pour laisser place à une plage de sable sur plus de 70 mètres sur la partie ouest et plus de 40 mètres sur la partie est. Donc un recul très significatif avec perte de tout ce qui peut être comme vestige archéologique positionné sur cet espace.
Autre exemple ici, sur le secteur des anses de Montal et de Conchoux, où les zones de végétation ont aussi fortement reculé pour laisser place à des bandes de plage qui précèdent maintenant un lagon formé suite à l'incursion marine en arrière de l'ancienne barrière de corail. Et enfin, ici, un dernier exemple qui montre cette fois l'aménagement important sur le secteur du port du Moule, où le littoral naturel a été largement aménagé dans les années 80. Donc concrètement, cette coopération avec la ville du Moule, elle s'est traduite par l'officialisation d'un partenariat avec la municipalité et elle a donné lieu à de nombreuses actions de communication soutenues par cette municipalité, donc des conférences virtuelles, des émissions de radio, des relais via les réseaux sociaux, la distribution de flyers, etc. Donc tout en notant que les trois missions de terrain, les trois premières qu'on a faites, c'était pendant la période encore du Covid qui avait duré encore un peu plus longtemps là-bas. Et donc, on était quand même assez restreint pour tout ce qui était organisation d'événements à portée de large public. Donc, on a dû s'adapter et faire pas mal de choses en ligne. Et on a pu emmener des groupes d'étudiants, de scolaires sur le terrain, mais parfois en limitant le nombre d'élèves. C'était un petit peu moins facile que ce qui était envisagé, mais ça s'est fait malgré tout. Hein. Et donc alors ce partenariat avec la ville du Moule, il a aussi donné lieu à la conduite d'une campagne de prospection systématique du littoral organisée en mai 2021, qui avait été commanditée et soutenue par le ministère de la Culture, donc le service régional de l'archéologie et la DAC Guadeloupe, et pilotée par un archéologue contractuel de l'association archéologique Petites Antilles, et qui avait également associé 2 stagiaires de l'Université des Antilles, la ville du Moule et le musée Edgar Clair, donc localisé sur la commune, et donc plusieurs membres du projet Aloha en mission pour cette occasion. Alors, les résultats de cette prospection en termes de connaissance du patrimoine local, ils concernent à la fois l'état sanitaire de sites déjà connus, mais aussi la découverte donc de gisements inédits. Du point de vue méthodologique, la prospection a aussi permis, bien sûr, de tester très concrètement l'application Aloha, donc la pertinence des champs retenus pour la description des vestiges et pour l'évaluation de leur vulnérabilité, mais aussi la fonctionnalité de l'interface. Et donc, ça a permis d'y apporter les ajustements nécessaires. Donc ici, on a un petit aperçu de ce qui a pu être repéré en termes de vestiges, donc toute période chronologique confondue. Et pour illustrer ça, le type de mobilier rencontré. Donc on a pour la période méso-indienne, par exemple, beaucoup de concentration de lambis, des labres et des fragments de jaspe souvent encastrés dans le beach rock, peut-être une herminette de cette époque-là. Pour la période néo-indienne, on a trouvé des haches en lambis, des objets en coquillage, des éclats de silex, des polissoirs, des tessons de céramique avec des bords et lignes incisées, tout en soulignant pour cette époque que certains tessons ainsi qu'une sépulture, je crois qu'on en parlera rapidement sur l'image d'après, ont été trouvés encastrés dans le beach rock, ce qui témoigne de la submersion progressive. Et pour la période moderne, des objets plus communs, des céramiques avec vernis, des faïences avec des corps floraux. Voilà ce qui a pu être recueilli. Donc là, je le disais tout de suite aussi, donc sur un des sites, on a identifié une sépulture d'époque néo-indienne, donc découverte, dont la trace a été découverte dans le beach rock, donc sous les sargasses qui envahissent assez régulièrement le rivage. Donc il faut aussi pouvoir prendre le temps de dégager un peu toutes ces algues pour voir ce qu'on peut trouver. Donc d'où l'intérêt d'être nombreux à collaborer sur ce genre de démarche. Et ensuite, en août 2021, une autre campagne du même type a été réalisée cette fois sur les communes de Petit-Bourg, Baie-Mahault et Goyave, donc la zone du petit cul-de-sac marin, qui est donc, elle aussi une zone littorale qui change beaucoup, avec des secteurs de fort recul, comme le montrent ici ces images, et aussi des secteurs d'importantes zones d'accrétion. Et ces dynamiques s'appliquant aussi aux nombreux îlets présents dans la zone, avec disparition de certains et apparition d'autres au cours des siècles passés. Donc encore une fois, pour insister sur cette mobilité et cette mobilité des rivages qui met à mal la pérennité des vestiges et qui donc justifie tout l'intérêt de cette démarche
comment dire, de recherche et de protection conjointe de tout ce qui peut être site archéologique sur ces espaces. Donc là, c'est voilà, le résultat, pareil, des prospections qui avaient été menées dans le cadre de cette campagne. Et de façon plus générale, le travail s'est poursuivi et se poursuivra jusque fin 2024. Alors, d'une part, à travers la poursuite régulière des actions de sensibilisation, s'il y a toujours régulièrement 2 ou 3 fois par an des missions de terrain qui sont organisées où les collègues de l'équipe vont pour faire des conférences, des modules de formation au sein des collectivités, des musées, auprès des associations, des scolaires. Il y a vraiment de plus en plus d'associations qui se sont jointes à la démarche, les gardes du littoral aussi, des agents municipaux. Donc vraiment, le réseau de veilleurs est en train de se développer. Il y a aussi des programmes scolaires qui ont été montés en partenariat avec différentes écoles où en fait, ce sont des stages voilà, de collégiens enfin, des stages, comment dire, qui font partie du parcours obligatoire des collégiens qui donc ont choisi pour lesquels les professeurs ont choisi de sélectionner le projet ALOA comme objet du stage. Et en janvier 2023, l'équipe 2023, oui, l'an dernier, l'équipe du projet s'était de nouveau rendue au Moule pour poursuivre des fouilles et des relevés et surtout pour profiter du contexte d'un événement municipal qui est très marqué dans la commune, s'appelle le Moule en héritage, qui depuis plusieurs années déjà célèbre par tout un tas d'actions le patrimoine de la commune. Et donc là, Aloha a été vraiment très bien accueilli et très bien mise à l'honneur. Donc, le projet se poursuit bien entendu aussi donc, par l'alimentation régulière des outils dédiés, aussi bien la plateforme de recensement des sites que celle de collecte iconographique. Donc là, on a un petit aperçu voilà, avec les points de localisation des sites identifiés et des images recensées. Donc là, quelques exemples rapidement de ce qui a pu être, de ce à quoi ont pu donner lieu les refotographies à partir des images anciennes collectées. Donc ici, on note en 2023 la présence d'une construction moderne allant jusqu'en bord de mer, mais sur ces images-là, on voit un changement de végétation qui souligne ici l'agressivité, en fait, enfin, l'agressivité, oui, l'agressivité en un sens du littoral, puisque la végétation plus basse en bordure de plage et progressivement arasée à mesure que la que l'élévation du niveau de la mer se fait sentir et donc le jeu des vagues sur la végétation qui se trouve vraiment en immédiate bordure. Ici, un autre changement encore observé avec un changement d'occupation, hein, puisque d'activité sur le littoral, puisque les touristes ont remplacé ici le paysan avec ses ébus. On peut également noter des arrachements de falaises récents et la présence des sargasses. Enfin, dernier exemple ici, donc ce diptyque montre là l'évolution du port de la ville du Moule, hein, dont on a parlé tout à l'heure, avec notamment l'aménagement de berges, donc avec des digues et des enrochements, la modernisation de la passerelle, euh, sur voilà pour cet exemple. Et enfin, les membres du projet ont également pu conduire lors de leurs différentes missions des actions plus spécifiques où là, c'est vrai que le volet participatif intervient peut-être hop, voilà, peut-être un petit peu moins. Donc, des actions telles que de la prospection géophysique, des sondages archéologiques, des fouilles, des analyses paléo-environnementales, donc sur les sites préalablement identifiés dans le cadre du projet. Et donc là, on a pour exemple, ça là, c'est la reconstitution par photogrammétrie de la sépulture tout à l'heure présentée, qui a été découverte sur le site de Morel, donc afin en fait d'en garder une trace avant sa submersion imminente, sa submersion définitive imminente. Voilà, je crois que j'arrive au bout. Oui, donc à plus long terme, les principes du projet ALOA et les outils élaborés, bien entendu, ont été conçus en vue de leur potentielle adaptation à d'autres territoires, ce qui pourra concerner directement les autres îles des départements français d'outre-mer, mais aussi des développements à l'international. On a eu des prises de contact notamment avec des chercheurs de Floride et du Uruguay. Et donc là, pour actuellement une table ronde internationale autour de cette problématique et de son devenir dans la zone Caraïbe est programmée par le projet ALOA, enfin organisée par le projet ALOA, et elle va se dérouler en avril 2024. Donc là, il y a des collègues qui viennent dans la ville. C'était très suivi.
avec tout ce qui a été fait. Si, si.